Je me permets de faire quelques mots d'introduction. Je suis directrice de la Ligue contre le cancer du Comité de la Loire. Je suis ravie de vous accueillir ce soir et d'accueillir donc le docteur Clément Constanza, qui est chirurgien viscéral oncologique à la clinique mutualiste de Saint-Étienne. Donc, nous sommes heureux qu'une fois encore, le groupe Aesio Santé est accepté d'être notre partenaire et d'animer une conférence Mars Bleu. Voilà, donc je vais laisser la parole au spécialiste et puis il va vous proposer un diaporama et puis on vous retrouvera plutôt en fin de séance pour une série de questions-réponses. Merci à tous. Très bien, merci beaucoup. Merci de nous avoir invités pour cette présentation. Alors, je suis le premier à présenter la thématique. C'est une thématique un peu plus spécialisée, forcément, en étant dans la chirurgie. Je vais vous parler aujourd'hui, en fait, des principales avancées de la chirurgie pour la prise en charge de ces cancers du côlon et du rectum. Alors, vous avez déjà entendu tous ces chiffres avec l'incidence de ce cancer colorectal qui concerne quand même plus de 40 000 nouveaux cas par an et une mortalité qui dépasse les 17 000 décès par an, ce qui fait une survie à 10 ans d'environ un patient sur deux. Alors, bien sûr, c'est une survie qui concerne tous les stades confondus et on sait fort heureusement que le cancer du côlon et du rectum est un cancer dont les stades avancés sont de plus en plus rares. On y reviendra tout à l'heure. Ça reste quand même un cancer du sujet plutôt âgé, après 70 ans, bien qu'il existe des formes bien sûr plus jeunes. Et là, entre en compte bien sûr l'hérédité, d'où l'importance des tests de dépistage et des suivis endoscopiques qui peuvent être mis en place. C'est quand même le troisième cancer le plus fréquent chez l'homme, deuxième chez la femme, et quand même une deuxième cause de décès par cancer en France. C'est donc un enjeu de santé publique que de diagnostiquer ce cancer le plus tôt possible. Alors, la mortalité, elle est quand même en baisse depuis un peu plus de 30 ans maintenant. L'incidence, quant à elle, reste à peu près stable. Elle diminue un petit peu chez l'homme depuis les années 2005. Chez la femme, elle est globalement stable. C'est assez difficile d'agir sur l'incidence d'un cancer, bien sûr. Par contre, on peut grandement agir sur la mortalité du cancer et on voit que depuis 30 ans, cette mortalité ne fait que baisser. Alors, beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer cette baisse de la mortalité, mais un des facteurs principaux, et on est là pour ça, c'est le dépistage. C'est le dépistage du cancer. Pourquoi ? Parce que ça permet de prendre en charge des maladies à un stade très précoce et non plus à un stade avancé. Un cancer sur 5 est diagnostiqué à un stade local limité, donc accessible à un traitement qui est beaucoup moins lourd, beaucoup moins invasif, et notamment, comme je l'ai mis sur les deux images que vous pouvez voir, accessible à un traitement par endoscopie, par coloscopie, où l'on va réséquer les lésions précancéreuses qu'on appelle des polypes, puisqu'avant de devenir un cancer, ça va passer par un stade de polype, et ça peut être enlevé par endoscopie. Ce qui veut quand même dire aussi qu'il y a quand même 4 cancers sur 5 qui sont diagnostiqués déjà à un stade trop avancé parce qu'il n'y a pas assez de dépistage. Là, ça concerne moins de 40% de la population, ce dépistage. Donc, c'est bien sûr trop insuffisant pour pouvoir impacter encore plus la mortalité, puisque ce qui va le plus l'impacter, c'est forcément de diagnostiquer des maladies précocement pour qu'on agisse rapidement. Bien sûr, il y a aussi l'amélioration de la prise en charge des patients qui ont déjà le stade de cancer, qui joue grandement dans l'amélioration, dans la baisse de cette mortalité. Et cette amélioration de la prise en charge, elle est multifactorielle. Alors bien sûr, je vais rentrer dans les détails un peu plus spécifiquement dans l'amélioration des techniques chirurgicales, mais à l'heure actuelle, on est dans une prise en charge qui est très personnalisée du patient. On ne va plus se contenter de traiter uniquement la maladie, le cancer, mais on va prendre le patient en charge dans sa globalité. Alors ça démarre dès le diagnostic, lors de la consultation avec
le chirurgien, l'oncologue, le gastro-entérologue, où on va évaluer le stade de la maladie, le stade local, le stade plus avancé, métastatique. Mais on va aussi évaluer le patient d'un point de vue psychologique. On a par exemple, au sein de notre établissement, une infirmière qui est spécialisée dans l'annonce du cancer pour la prise en charge psychologique du malade. Pour la prise en charge nutritionnelle, nous avons une diététicienne qui va évaluer l'état de dénutrition des patients, l'état physique, pour mettre en place tout ce qu'il faut derrière pour arriver à la chirurgie le plus en forme possible. On a des évaluations un petit peu plus spécifiques, puisque malheureusement, dans ce cancer, on peut être amené, notamment dans les cancers du rectum, à mettre en place des stomies, des poches transitoires. Et donc, on a besoin d'infirmiers spécialisés qu'on appelle des stomathérapeutes. Tout ça va aboutir à un programme personnalisé de soins qui est donc personnalisé aux patients et qui n'est donc plus généralisé à l'ensemble des malades qui ont un cancer. On va vraiment réaliser un programme isolé, unique pour chaque patient. Cette amélioration de la prise en charge, elle concerne bien sûr la chirurgie. C'est dans ce domaine-là qu'on va rentrer dans les détails. Alors, il y a l'optimisation péropératoire de l'anesthésie, où on va diminuer les durées d'anesthésie, on va utiliser des modalités d'analgésie les moins invasives possibles, on va utiliser une chirurgie mini-invasive en réduisant les durées opératoires, en améliorant la qualité du geste chirurgical, bien sûr. Ça va continuer en post-opératoire avec ce que les Américains appellent le fast-track. En France, on appelle ça la RAC, la réhabilitation améliorée après chirurgie. Le but étant d'aller en post-opératoire le plus vite possible, c'est-à-dire que la chirurgie doit avoir le moins d'impact possible sur la qualité de vie des malades en leur donnant la possibilité de se rétablir le plus vite possible. Bien sûr, ça continuera par le suivi régulier entre oncologues, chirurgiens, et puis par l'amélioration permanente des performances en imagerie qui vont nous permettre de diagnostiquer des récidives, des métastases le plus précocement possible, là encore, pour nous permettre de pouvoir être à un stade où l'on peut encore être curatif et donc guérir complètement la maladie. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, la chirurgie mini-invasive, c'est quoi? C'est l'évolution naturelle des technologies qui nous aident à la chirurgie. Alors, j'ai trouvé une définition qui était, je trouve, assez juste. C'est un procédé qui est différent de la chirurgie traditionnelle, qui en fait va utiliser des techniques qui permettent de faire des incisions les plus petites possibles et d'opérer à l'aide d'un système d'imagerie vidéo. Alors, ça existe depuis bien longtemps, mais en conclusion, c'est ça. C'est de passer d'une chirurgie qui est, entre guillemets, délabrante, invasive, à une chirurgie qui va se limiter à des incisions beaucoup plus petites. Donc, on va avoir un impact, bien sûr, beaucoup moins important sur le patient en utilisant des incisions beaucoup plus petites pour faire exactement la même chose. Alors ça a commencé il y a près de 30 ans, hein. Ça a même commencé dans les années 44 avec un chirurgien gynécologue qui avait eu l'idée d'introduire un optique éclairé dans l'abdomen pour voir dans l'abdomen, et puis les choses ont mis un petit peu de temps à se développer. C'est dans les fin des années 80 que les choses se sont vraiment développées, notamment en chirurgie digestive, où un chirurgien lyonnais a réalisé la première ablation de la vésicule par cœlioscopie. Alors, le principe de la cœlioscopie, c'est très simple, c'est rentrer dans le ventre par une incision d'1 centimètre, introduire un trocar par lequel on va passer une caméra. Alors, j'espère que ma vidéo va marcher. Oui, normalement, ça marche. Voilà, on introduit un trocar dans l'abdomen, donc 1 centimètre d'incision, et on va mettre notre caméra, qui sera maintenue par LED, insuffler du gaz pour nous permettre de créer un espace de travail, et on a accès à tout l'abdomen. Vous voyez par exemple une adhérence intra-abdominale, et on va pouvoir comme ça travailler de la même façon que l'on travaillait par laparotomie, par grande ouverture,
Alors, ça a de très nombreux avantages, évidemment. Ça a été largement démontré depuis 30 ans. C'est incontestable. On va bien sûr réduire l'impact sur la paroi abdominale, donc réduire les douleurs post-opératoires, donc améliorer les suites opératoires, les durées d'hospitalisation. On va réduire le risque infectieux, on va réduire l'impact esthétique de la chirurgie. Tout ça, ça a été démontré depuis de très nombreuses années. Il y a quand même des petites limites à la célioscopie. La première, c'est la vision en 2D. On le voit sur un écran, on est donc en 2 dimensions, donc on perd cette notion de profondeur à laquelle on arrive à s'adapter, bien sûr. L'élément le plus limitant, c'est surtout la quantité de mouvements que l'on peut faire, puisque les pinces de célioscopie ne sont pas articulées, on perd donc les mouvements possibles avec notre poignet, ce qui est quand même le principal avantage du chirurgien. Donc on doit travailler en triangulation, écarter nos instruments pour ne pas avoir de conflit, et donc on travaille dans les 2 plans de l'espace, en avant, en arrière, en haut, en bas, et on ne peut pas articuler nos instruments. C'est l'élément le plus handicapant, entre guillemets, de la célioscopie. Ça nécessite une courbe d'apprentissage qui est longue, mais qui, à l'heure actuelle, en fait, ne l'est plus. Ça l'a été, bien sûr, pour des chirurgiens qui avaient 30 ans d'expérience en laparotomie, de se mettre à une vision 2D sans mouvement des poignets, ça a été compliqué. Désormais, les jeunes chirurgiens sont d'emblée formés à la célioscopie, avant même quelquefois d'être formés à la laparotomie. Donc, la courbe d'apprentissage est quand même bien plus rapide. Et puis, il y a bien sûr un inconfort chirurgical, on peut le voir sur la photo, on est sans cesse les épaules en l'air par rapport à la hauteur de table, on n'est pas souvent bien installé, mais enfin, ça représente quand même à l'heure actuelle près de 3/4 de la chirurgie digestive qui se fait sous célioscopie. On fait quasiment toutes les interventions. Petit bémol sur les interventions un petit peu plus complexes, un petit peu plus lourdes, où bien sûr, là, on va être très limité par cette vision en 2D, par les mouvements des poignets. Donc, la chirurgie par laparotomie reste la référence. Alors, ça fait 30 ans qu'on est en train de développer ça. Ça continue à se développer, tant du point de vue du matériel. On va développer des instruments de plus en plus petits. Je pense par exemple à la chirurgie pédiatrique, où on a des instruments qui font 3 mm. Je pense par exemple à cet instrument que je vous ai mis, l'AirSeal ici. L'AirSeal, c'est un système qui va nous permettre d'insuffler du gaz, du CO2, et en même temps d'aspirer les fumées opératoires sans perdre la pression intra-abdominale, donc avoir une pression constante. L'objectif est toujours d'avoir l'impact chirurgical le moins important possible sur le malade. Dans le matériel, on a développé par exemple, si cette vidéo marche aussi, oui. Là, nous sommes sous célioscopie, c'est une chirurgie hépatique, une patiente qui avait une métastase d'un cancer du côlon. Et l'appareil qu'on a vu là sur la droite, un petit peu gradué, c'est un échographe endoscopique qu'on fait passer par nos incisions d'1 centimètre. C'est une véritable révolution, ça fait quelques années déjà que ça existe, mais cela nous permet de localiser des lésions qui ne sont pas visibles à l'œil nu et qui vont nous permettre de réaliser des chirurgies des chirurgies lourdes, un petit peu plus lourdes, avec un impact moins important. Là encore, un autre instrument, ce qu'on appelle un dissectron, qui va nous permettre, grâce à un système à ultrasons, de coaguler, de détruire les hépatocytes, les cellules du foie, sans détruire les cellules des vaisseaux sanguins ou biliaires, pour nous permettre petit à petit d'avancer comme ça en clippant les différents éléments anatomiques de façon progressive, pas à pas, pour enlever cette lésion par des incisions qui font 1 centimètre, ce qui n'aurait jamais été le cas auparavant. On améliore les procédures, on améliore l'image, bien sûr. L'image il y a 20 ans n'est pas la même que celle que nous avons actuellement.
C'est passé par le haute définition, le ultra haute définition, la 4K avec des écrans de plus en plus grands, et un coût qui finalement se réduit puisqu'il y a un marché concurrentiel entre les différents laboratoires, ce qui permet à ce que les coûts soient largement supérieurs d'un point de vue bénéfique pour le patient. Alors, il y a une dernière évolution à la celluloscopie, qui est la celluloscopie en 3 dimensions. Ça fait quelques années que c'est en train de se développer. Nous en avions essayé quelques-unes au sein de l'établissement, et puis, depuis 1 an, nous avons acquis une colonne SQLab avec le système Einstein Vision, c'est le laboratoire Beaubrun. Non, excusez-moi. Qui nous permet d'avoir une qualité d'image qui est absolument époustouflante. Ça a tous les mêmes avantages que la celluloscopie, avec des avantages supplémentaires que sont la vision en 3D, avec donc une perception de la profondeur, une qualité d'image qui est largement supérieure à celle de la qualité 2D, qui va nous permettre de reprendre nos sutures intracorporelles, bien que nous n'avons toujours pas la mobilité du poignet, mais avec une vision meilleure et une perception de la profondeur, on va forcément améliorer notre geste chirurgical. Et il a été démontré que, en comparaison à la chirurgie en celluloscopie 2 dimensions, on faisait une chirurgie qui était moins hémorragique, on améliorait nos curages ganglionnaires, plus précisément dans le cancer du côlon, une chirurgie qui était plus rapide, 15 à 30% même selon les séries, plus rapide que la chirurgie en celluloscopie traditionnelle. Donc c'est une véritable avancée. On utilise cette colonne celluloscopique largement. On doit d'ailleurs en recevoir une deuxième bientôt pour l'utilisation à d'autres spécialités, la gynécologie, l'urologie, parce que vraiment, on trouve que c'est une avancée technologique qui est primordiale. Par rapport à de la celluloscopie en 2 dimensions, la celluloscopie en 3 dimensions a quelques petits inconvénients en plus, mais qui ne sont pas vraiment handicapant, on va dire. Chez certains, ça peut déclencher des maux de tête, puisque vous avez vu qu'on est équipé de lunettes 3D. La courbe d'apprentissage correspond tout simplement à l'adaptation à la vision en 3 dimensions. Donc, c'est assez rapide. Quand on va voir un film au cinéma, on s'adapte en quelques minutes. Alors, bien sûr, on a des lunettes, donc la vision autour est un petit peu plus sombre, enfin, c'est pas bien gênant. Et par contre, on reste dans les mêmes inconvénients que la celluloscopie classique, avec cette mobilité qui est réduite. Et pour ça, on a une nouvelle avancée technologique qui est la chirurgie robotique. Alors, cette chirurgie robotique, elle n'est pas très bien comprise par le public, parce que de dire robot, ça veut dire autonomisation, ce n'est pas du tout le cas. Un robot chirurgical, c'est un appareil d'assistance au geste chirurgical. C'est-à-dire qu'il va manipuler tous les outils chirurgicaux, le ciseau, les pinces, la coagulation, etc. Et il va exécuter les gestes selon un programme qui est déterminé et commandé par le chirurgien. Alors, sur les différentes photos, vous voyez ici, si j'arrive à retrouver ma flèche, vous voyez ici que en fait, le chirurgien est installé dans une console chirurgicale à distance du malade et qu'il a des petits joysticks au niveau des doigts qui va contrôler les bras du robot. Le robot, lui, comme vous le voyez ici, il est articulé de 4 bras qui, eux, seront donc au contact du malade, bien sûr. Ils seront introduits par le même système que la celluloscopie, des trocars, des incisions qui font 1 cm, un demi-centimètre pour la plupart. Et chaque mouvement du chirurgien est retransmis à ces bras articulés du robot. Alors là, c'est un gros avantage. On y vient. C'est
les degrés de liberté de mouvement que l'on peut faire, puisque on retrouve les mouvements du poignet du chirurgien, puisque chaque bras du robot est articulé. Donc là, on a un gain en qualité chirurgicale qui est bien sûr largement supérieur. La vision est en 3 dimensions. C'est d'ailleurs le même système que sur la colonne 3D, nous avons fait l'acquisition, à la différence près que celle-ci est stable, c'est-à-dire que ce n'est plus un assistant, une infirmière qui tient la caméra, c'est le robot, donc le bras ne bouge jamais. Un autre petit avantage, c'est l'élimination des tremblements éventuels du chirurgien, puisque le bras, lui, ne tremble pas et le mouvement des tremblements n'est pas assez important pour pouvoir être engendré sur le bras du robot. Et puis le confort chirurgical, comme vous l'avez vu, le chirurgien est assis à une console. Je reviens sur les images, le chirurgien est assis à une console confortablement. Il commande tous ses bras du robot simplement avec des mouvements du poignet. Bien sûr, il y a toujours une personne qui est habillée au contact du patient, l'assistant ou une infirmière de bloc opératoire, en cas de problème évident. Alors, ça a quelques petits inconvénients. Bien sûr, cette chirurgie robot assistée, l'installation est assez lourde. Ça demande une formation du personnel assez poussée, avec une courbe d'apprentissage qui, là, par contre, est beaucoup plus longue que la célioscopie à l'heure actuelle, mais c'est comme toute nouvelle procédure. Quand on passe une procédure qui est complètement nouvelle, bien sûr, l'adaptation est un peu plus longue. Donc, la courbe d'apprentissage nécessite 30 à 40 procédures selon le type de geste chirurgical, tant pour le personnel infirmier anesthésique que pour le manipulateur, le chirurgien. Un autre point qui, à mon sens, est le point le plus négatif à l'heure actuelle, c'est le coût. Le marché robotique est dominé par un laboratoire qui a su développer la chose de façon considérable et avec une qualité qui leur est irréprochable. C'est le laboratoire Intuitive avec le robot DaVinci qui équipe 99% du marché international. Et c'est ce qui fait, en mon sens, c'est ce qui fait que le coût reste élevé, c'est que tant qu'il n'y a pas de concurrence, évidemment, les coûts ne peuvent pas baisser. Alors depuis, ça fait à peu près 10 ans que cette robotique a démarré, est arrivée sur le marché. On essaie de prouver les avantages du robot par rapport à la célioscopie. C'est très difficile parce que vous avez 2 techniques qui sont mini-invasives, qui utilisent quasiment les mêmes procédés. C'est très difficile quand vous avez 2 techniques qui sont très proches de montrer le bénéfice de l'une par rapport à l'autre. La célioscopie par rapport à la laparotomie, c'était pas difficile. D'une cicatrice de 20 cm, vous passez à 2 cicatrices d'1 cm. Le calcul est vite fait. Là, c'est beaucoup plus difficile, comme on atteste cette référence que je vous ai mise. C'est une des plus grosses études qui a été publiée sur la chirurgie du rectum, qui est internationale, qui regroupe plus de 400 malades opérés du rectum, qui comparait la chirurgie par voie célioscopique à la chirurgie robot assistée. Et en fait, le bénéfice du robot n'est pas clairement prouvé. Il y avait un petit avantage minime qui était sur les douleurs post-opératoires, mais la différence était tellement minime qu'elle n'est quasiment pas retenue. Alors bien sûr, on va trouver de nombreuses choses à discuter, de nombreux biais à cette étude. C'est sûr que si vous prenez des chirurgiens qui font depuis 30 ans de la célioscopie, que vous comparez ça à des chirurgiens qui font de la robotique depuis 3-4 ans, bien forcément, la qualité chirurgicale de ces chirurgiens sous célioscopie, elle est largement supérieure, donc la comparaison est difficile. Alors, pour finir, je voulais essayer de mettre en pratique tout ça en illustrant par un cas d'une malade que nous avons pris en charge dans l'établissement pour un cancer du côlon droit. C'était une dame de 75 ans qui était suivie régulièrement par coloscopie
Elle a fait une dernière coloscopie. Vous savez que lorsqu'on fait un test de dépistage, s'il est positif, on doit réaliser une coloscopie. Si cette coloscopie retrouve des polypes, ils seront enlevés par endoscopie. Et à partir du moment où on a des polypes, eh bien, on doit refaire une coloscopie tous les 5 ans. Eh bien, cette dame, elle avait une coloscopie tous les 5 ans. La dernière datait de 2015. Elle a donc fait sa nouvelle coloscopie en décembre 2020, pile à 5 ans. Et malheureusement, découverte d'une lésion sur le côlon droit, dont les biopsies révèlent que malheureusement, il s'agit bien d'un cancer du côlon. Donc cette patiente a été prise en charge au sein de la clinique mutualiste, où on a réalisé tout un bilan d'extension de la maladie elle-même, avec notamment un scanner que je vous montre ici. Je n'arrive pas à récupérer ma flèche, je ne peux pas vous montrer la lésion. Alors attendez, je vais essayer de faire comme ça. Si on fait comme ça, non, toujours pas. Bon, c'est pas grave. Tout à l'heure, je l'avais. Bon. Donc, le bilan d'extension était négatif. La lésion colique était isolée. On a donc réalisé un bilan préopératoire complet où la patiente a été montrée à notre infirmière d'annonce qui a fait une prise en charge psychologique de la patiente, à notre diététicienne pour faire une évaluation nutritionnelle et physique, savoir si la patiente était dénutrie, savoir quels étaient ses apports alimentaires, parce que des fois, avec des cancers, on peut avoir des troubles digestifs, des diarrhées, la constipation. Donc, il faut adapter un petit peu l'alimentation jusqu'à la chirurgie. Nous avons, le bilan d'extension étant négatif, cette patiente était donc éligible à une chirurgie, un traitement curatif de son cancer, moyennant bien sûr une chirurgie colique. Donc, dans le cadre de cette réhabilitation améliorée, de ce fast track, les choses inutiles, on va dire, sont balayées. Le but, encore une fois, est d'avoir le moins d'impact possible sur le patient. Donc, il n'y a pas eu de préparation colique, comme on peut avoir pour les coloscopies. La patiente est rentrée le matin même de sa chirurgie, vers 10 heures. Elle a été opérée à 14 heures. En rentrant, elle a pu boire un jus de pomme, un jus léger, pour éviter les jeûnes prolongés qui sont en fait plus néfastes que bénéfiques. Et puis elle a été opérée, toujours avec cette low impact surgery, c'est-à-dire qu'on a optimisé l'anesthésie, elle n'a pas eu de sondage urinaire, elle n'a pas eu de sonde nasogastrique. La chirurgie a été faite sous celluloscopie 3 dimensions, ce qui nous a permis d'utiliser des pressions d'insufflation très basses. Habituellement, les pressions d'insufflation sont plutôt à 15. Dans le cas de l'impact chirurgical minime, on baisse ces pressions le plus possible aux alentours des 10 mm de mercure, ce qui réduit un peu notre espace de travail, mais qui va réduire les contraintes sur la paroi, donc va réduire les douleurs post-opératoires, va réduire les soucis de ventilation pulmonaire pour l'anesthésiste durant l'intervention. Le curage ganglionnaire a pu être optimal, ce qui fait quand même le pronostic de la maladie, en fonction de l'envahissement ganglionnaire, eh bien, va se décider d'une chimiothérapie après la chirurgie ou non. Bien sûr, pour sortir de la pièce opératoire, vous voyez en bas à droite, il est nécessaire de faire une ouverture un petit peu plus grande, donc qui mesurait environ 5 cm. Elle n'a pas eu de système de drainage, ni de sonde nasogastrique. La durée opératoire a donc été minimisée de par tous ces avantages que l'on retrouve par la celluloscopie, le bilan préparatoire qui est optimal, et la 3 dimensions, ne le cachons pas. Et puis en post-opératoire, eh bien, elle a bénéficié du protocole de réhabilitation amélioré qui est mis en place dans le service, avec une analgésie multimodale. Le but est que le malade soit soulagé sans qu'il soit dans les vapes, sans qu'il puisse bouger, sans qu'il puisse remanger derrière,
Donc, le soir même, la patiente était assise au fauteuil avec une petite collation. Elle a été mobilisée précocement dès le lendemain avec une reprise de la marche, une reprise alimentaire de façon progressive, bien sûr. La prévention de tout ce qui est autour, des complications notamment thromboemboliques, comme la phlébite, avec une biologie de contrôle systématique au 3e jour, bien sûr le passage infirmière quotidien, une biologie de contrôle au 3e jour, et puis si tout va bien, eh bien la patiente a quitté le service au 3e jour post-opératoire, avec l'organisation de tout ce qui va suivre, la consultation post-opératoire avec les résultats anatomopathologiques. Si il y a un envahissement ganglionnaire, eh bien, cela nécessitera une chimiothérapie adjuvante. S'il n'y en a pas, eh bien, la patiente sera considérée comme guérie de son cancer, moyennant bien sûr un suivi oncologique pendant 5 ans. Ce n'est qu'au bout de ces 5 ans, lorsque pendant 5 ans il ne s'est rien produit, eh bien, on peut considérer la patiente comme en rémission, comme guérie totalement de sa maladie. Voilà les messages clés que je voulais faire passer aujourd'hui. Donc, le dépistage, c'est l'arme numéro 1 pour baisser la mortalité du cancer colorectal et de tout cancer, parce que ça nous permet de faire un diagnostic tôt, précocement, et que si on a un diagnostic précoce, eh bien, le patient pourra bénéficier d'une prise en charge la moins lourde possible, dans l'idéal par endoscopie digestive lors de la coloscopie, et sinon moyennant une chirurgie qui va être, cette prise en charge va être personnalisée, adaptée au patient. On ne prend plus en charge les cancers du côlon et du rectum, on prend en charge un cancer après l'autre avec une prise en charge adaptée au patient. L'objectif principal en 2020, c'est de minimiser au plus l'impact que peut avoir la chirurgie sur la vie des patients. Donc, on va utiliser toutes les armes technologiques qui existent à l'heure actuelle et qui continuent à se développer, que sont la célioscopie, et notamment cette célioscopie 3 dimensions qui améliore le geste chirurgical. C'est certain, c'est prouvé. Bien sûr que je pense que l'avenir est à la chirurgie robotique. Néanmoins, je pense que tant qu'il n'y aura pas de concurrence solide à ce monopole actuel, les coûts de la robotique seront largement supérieurs aux bénéfices qu'on peut escompter, notamment par toutes les études qu'on retrouve. Alors, je parle bien sûr de ma spécialité, de la chirurgie de cancer colorectal, puisque ça a été par exemple largement démontré en chirurgie urologique pour les résections de prostate. Le bénéfice a été largement démontré tant au niveau des durs opératoires que des suites opératoires, que de la facilité gestuelle chirurgicale, plus difficile à montrer malheureusement en chirurgie digestive. Voilà, je vous remercie pour votre attention et pour votre invitation une fois de plus.